Journée spéciale sur France Culture à la veille du grand débat national. Et une question au cœur de votre grande table des idées. Intellectuels, chercheurs, experts doivent-ils faire entendre leur voix dans le grand débat? Autrement dit, alors que le grand débat entend redonner la parole aux sans-parts, pour reprendre un concept forgé par Jacques Rancière, à ceux qui n'ont pas voix au débat traditionnellement, penseurs ou spécialistes pourront-ils servir de médiateurs? Ont-ils encore une influence sur les revendications citoyennes et l'oreille des politiques pour relayer cette parole? Ou sont-ils disqualifiés? Invitée, la politiste Agathe Caget, ancienne directrice adjointe du cabinet à l'éducation nationale, c'était entre 2014 et 2017, membre aussi de l'équipe du candidat Hamon durant la dernière campagne présidentielle. Elle est aujourd'hui l'auteure de Faire tomber les murs entre intellectuels et politiques chez Fayard. Bonjour Agathe Caget. Bonjour. Le grand débat qui va s'ouvrir demain, est-ce qu'il va vraiment, selon vous, offrir à chacun la possibilité de redevenir un sujet politique ? Le grand débat devrait, en tout cas si on se passe dans des conditions optimales, permettre aux citoyens de véritablement prendre la parole et de tout à chacun de pouvoir s'exprimer sur un certain nombre de sujets. Après, ce qui va être important dans ce grand débat, c'est ce qui va être fait de la parole citoyenne et de la parole de tout à chacun. Si en allant m'exprimer dans un débat, si en allant m'exprimer, en allant écrire dans un cahier de doléances, j'écris des choses importantes et après on ne m'explique pas ce qui est fait de ma parole. On ne m'explique pas comment les dizaines, les centaines de pages de cahiers de doléances vont être traitées, par qui elles vont être lues, par qui elles vont être synthétisées, comment elles vont se traduire concrètement en action publique, alors ce débat n'aura servi à rien. Il ne faut pas que ce débat soit seulement un cadre d'échange sans qu'on ne fasse rien de ces échanges, parce qu'alors on aurait trahi la parole qu'on demande aux Français, l'expression qu'on demande aux Français. C'est assez exigeant pour les Français d'aller s'exprimer dans le cadre de ce grand débat. Finalement, les thèmes sont assez cadrés, les questions sont relativement fermées. Si on veut véritablement donner, et ça serait important, du sens et de la valeur à cette parole, il va falloir véritablement la traiter et expliquer aux Français comment elle est traitée, cette parole. Il ne faut pas en faire une sorte d'exutoire où on estimerait que si enfin on peut s'exprimer, ça va peut-être permettre de désamorcer la colère ou le mouvement en cours. Ça ne deviendra un exutoire que si cette parole qui va être prononcée n'est pas transformée, n'est pas entendue et tout d'abord écoutée. C'est peut-être ça la condition première pour vous, pour que ce grand débat permette à chacun de redevenir sujet politique à part entière. Exactement, il faut que la parole, sous les différentes formes qu'elle va pouvoir prendre, soit véritablement écoutée et soit véritablement entendue. Il faut que on donne véritablement une valeur à la parole des Français. Il ne faut pas qu'on se contente de leur dire on vous ouvre des lieux d'expression, car les Français ont déjà des lieux d'expression. Ils ont des lieux d'expression sur les réseaux sociaux, ils ont des lieux d'expression entre eux, ils ont des lieux d'expression sur Internet, ils ont des lieux d'expression dans le monde associatif, ils ont des lieux d'expression également qu'ils manifestent dans la rue. Là, si on leur demande de faire cet acte citoyen, de participer à un débat qui est organisé par le gouvernement, il faut véritablement qu'on donne de la valeur à leur parole et qu'on la prenne en compte pour son importance et pour ce qu'elle va dire, et pas seulement qu'on fixe un cadre dans lequel on permettrait à chacun d'aller crier ses problèmes et son désespoir, et puis qu'on referme la boîte et qu'on dise on a organisé un grand débat, maintenant on peut poursuivre la politique gouvernementale. C'est ça qui va véritablement être important pour moi, la valeur véritable, concrète qu'on va donner à cette parole, et il va y avoir un devoir aussi de pédagogie pour expliquer aux Français ce qu'on va faire concrètement de ce qu'ils ont pu exprimer. Alors dans cet essai paru chez Fayard, Faire tomber les murs, vous faites le constat de la déconnexion entre les intellectuels et la sphère politique. Quelle place vous souhaiteriez voir réservée aux intellectuels dans ce grand débat ? Je ne pense pas qu'il faut qu'on leur réserve une place particulière. Par contre, j'aimerais qu'eux prennent la parole et qu'ils participent à ce grand débat. Je pense qu'on peut regretter d'une certaine manière le silence de beaucoup de chercheurs, d'universitaires aujourd'hui dans le débat public. Non pas que leur parole vaille plus que la parole d'autres personnes, mais parce qu'ils ont une parole qui a du sens et qu'ils peuvent apporter dans ce débat quelque chose. Alors, bien sûr, on entendait tout à l'heure Sartre qui disait les intellectuels ne sont pas là pour conseiller le peuple. Non, les intellectuels ne sont pas là pour conseiller le peuple. Par contre, par leur analyse, par leur expérience, ils peuvent finalement armer
un mouvement social, aider quelqu'un à mieux comprendre ce qui est en train de se passer dans notre dynamisme économique, à mieux comprendre les phénomènes qui sont à l'origine de notre niveau de chômage, à mieux comprendre comment peut évoluer notre modèle social, à mieux comprendre à quoi servent les services publics, c'est-à-dire que les intellectuels ont un rôle d'écriture et de prise de parole pour donner un certain nombre d'informations, pour proposer des grilles de lecture de la société, pour proposer des grilles de lecture des évolutions passées et à venir, et à chacun ensuite de s'en saisir. C'est pour ça que pour moi les intellectuels dans ce grand débat n'ont pas à revendiquer de place à part, n'ont pas à revendiquer une valeur particulière de leur parole par rapport à la parole citoyenne, parce que la parole citoyenne est la parole première attendue de ce débat. Par contre, ils ont, à mon sens, à véritablement aujourd'hui produire des analyses, à partager ces analyses sur la place publique pour que chacun ensuite puisse s'en saisir pour construire son propre raisonnement et sa propre argumentation. Mais on entendait déjà Jean-Paul Sartre en 1970 à Billancourt acter le divorce aussi entre le peuple et les intellectuels, une séparation qui date ou qui remonte selon lui à 50 ans encore auparavant, 1970, et appelant à ce moment-là à faire la liaison du peuple et des intellectuels. Pour vous, quand est-ce que les intellectuels ont perdu une forme de crédibilité ou de confiance du peuple? Quand est-ce que la séparation s'est faite? Je pense que déjà, après Jean-Paul Sartre, il n'y a plus véritablement eu de figure intellectuelle un peu totale vers lequel le peuple pouvait se tourner pour avoir des formes de réponse à des questions extrêmement larges. On dit souvent sur le ton de la plaisanterie que certains pouvaient demander à Jean-Paul Sartre dans une lettre s'il devait se marier ou s'il devait ou non aller à l'armée. C'est-à-dire certains attendaient vraiment tout de Jean-Paul Sartre. On a évolué vers quelque chose qui est extrêmement sain à mon sens, c'est-à-dire des formes de spécialisation. Un économiste n'est pas capable de parler d'absolument tout. Il est sans doute pas capable de parler directement d'éducation. Un historien n'est sans doute pas capable de parler directement de taux de croissance. Donc chacun se spécialise en travaillant plus précisément sur le sujet de l'éducation, en travaillant plus précisément sur le sujet de la croissance, en travaillant plus précisément sur le sujet des risques environnementaux. Ça me paraît quelque chose de relativement sain. Mais ce discours qui peut être tenu par un chercheur, par un universitaire, ça ne doit pas être un discours qui se veut un discours surplombant et imposé finalement comme étant la bonne parole, ce qui a pu créer, quand ces discours ont été trop surplombants, une forme de séparation entre le peuple et les intellectuels. On l'a vu après le résultat au référendum de 2005 sur le traité européen, ce qu'on a vu, un certain nombre d'éditorialistes et d'intellectuels prendre la parole dans la presse pour critiquer le vote comme si les Français n'avaient rien compris. Quand la parole intellectuelle se fait une parole de jugement sur des choix citoyens, alors on crée les conditions d'un divorce. Par contre, on peut voir des temps de réconciliation lors des grandes grèves de 1995. Clairement, un certain nombre d'intellectuels ont dit « Nous, ce que nous voulons faire, c'est nous mettre au service du mouvement social. » Et dans ce cas-là, le peuple peut se saisir ou non de cette aide qui est proposée par des personnes qui ont une capacité d'analyse particulière de certains aspects de la réalité sociale. Et pourtant, ils restent eux aussi inaudibles, voire peu visibles dans le débat public, ceux qui pourraient apporter un diagnostic précis sur certaines situations assez symptomatiques de cette perte d'influence, voire de la défiance actuelle envers cette parole savante. Je vous propose d'écouter un extrait d'un échange qui a eu lieu ce week-end entre Daniel Schneiderman, une journaliste de l'équipe d'Arrêt sur Image, et Laetitia Deval, porte-parole des Gilets jaunes du Val d'Oise. Sur le pacte de Marrakech, en fait, le problème, c'est qu'il a été souvent mis en avant par des Gilets jaunes. Parce qu'on a fait croire qu'il allait y avoir une invasion. Or, il s'est avéré que c'était des intox. Le pacte a été ratifié le 19 décembre. Il n'a aucune valeur contraignante juridiquement, etc. Et que c'est uniquement symbolique. Donc, avec ce discours, on va accueillir tous les migrants. Le pacte de Marrakech ne dit pas ça. Et moi, c'est ce que je demandais à un moment, c'est justement qu'on nous explique. Qu'on nous explique ce que c'est que le pacte de Marrakech, parce que justement, on entend de tout et de rien, et partout, que ce soit les réseaux sociaux ou à la télé. Voilà, moi, ce que j'avais demandé, c'est qu'on nous explique concrètement ce que ça voulait dire. Qu'on nous explique. À qui auriez-vous fait confiance pour vous expliquer? À des gens neutres, pour une fois. C'est qui des gens neutres aujourd'hui? Des gens qui ne passent pas systématiquement à la télé en qualité d'experts. Justement, je ne peux pas vous donner d'exemple puisqu'on ne les voit pas à la télé. Pas de
profils de personnalités neutres, de noms qui apparaissent comme ça. Et c'est vrai que c'est une bonne question. Qui sont aussi ceux qui pourraient prendre la parole aujourd'hui? Qu'est-ce que vous appelez les intellectuels? Pour moi, les intellectuels sont en partie des chercheurs, des universitaires, ceux qui consacrent leur carrière professionnelle à approfondir un certain nombre de questions. Les intellectuels, au sens un peu plus large, sont ceux aussi qui peuvent apporter un certain nombre d'idées dans le débat public. Pour moi, le monde associatif, par exemple, quand on parle de politique du logement, la Fondation Abbé Pierre, par ses rapports annuels, a un rôle dans le débat public qui est similaire à celui d'un chercheur ou d'un universitaire. Donc je pense qu'il faut une appréhension assez large du rôle des intellectuels. Ce que dit l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est une forme de défiance par rapport à une expertise imposée de personnes qu'on présente sur un certain nombre de plateaux télévisés comme des experts un peu parfois autoproclamés d'un certain nombre de sujets, sans qu'on sache véritablement d'où ils parlent et pourquoi ils parlent sur ces thèmes. Sur le sujet de l'immigration, par exemple, c'est pas une défiance totale qui est qu'on a entendu par rapport à la parole experte. C'est une défiance par rapport à de où on me parle et pourquoi on me dit cela. C'est-à-dire ce besoin de neutralité, c'est une demande d'explication, c'est une demande de connaissance et c'est un rejet de ce qu'on appelle aujourd'hui vaguement l'expertise, c'est-à-dire d'une parole surplombante sans que soient dit véritablement les tenants et les aboutissants de cette parole. Typiquement, quelqu'un comme François Héran, professeur au Collège de France, aujourd'hui, a une connaissance et fait un certain nombre d'analyses de ces sujets d'immigration qui sont extrêmement intéressants. François Héran, quand il parle d'immigration du point de vue d'une profondeur historique. Il explique dans ses ouvrages, il explique dans ses cours au Collège de France comment la situation a évolué, où nous en sommes par rapport à où nous en étions. Ça permet de relativiser un certain nombre de sujets. Il donne un certain nombre aussi de réalités chiffrées. François Héran, quand il parle d'immigration, sa parole est aussi discutée dans le débat d'idées. Est-ce qu'il est pour autant aussi savant et aussi fin connaisseur est-il de cette question? Est-ce qu'il porte une parole neutre? Ce qui est attendu aussi par beaucoup. Je pense qu'une parole a une valeur lorsqu'elle est discutée et lorsqu'elle est critiquée dans le débat public. Quand on est sur des sujets en sciences humaines et sociales, il faut vraiment qu'il y ait un débat critique. S'il y avait une seule vérité quand on parle d'histoire de l'immigration, alors il y aurait un sujet problématique si une vérité nous était assénée. Donc oui, ça me semble pas problématique le fait que sa parole soit discutée. C'est ce qui me semble problématique, c'est que par exemple, sa parole, aujourd'hui, elle est totalement inaudible dans le débat public parce qu'elle est assez peu portée, à part parfois par l'intermédiaire de quelques tribunes, sur les plateaux des chaînes d'information en continu. On a parfois finalement une pseudo-expertise qui s'exprime plutôt qu'un certain nombre de chercheurs, d'universitaires qui ont des résultats extrêmement sérieux. Et le problème de la pseudo-expertise lorsqu'elle s'exprime, c'est justement qu'elle se veut surplombante et qu'elle veut imposer à chacun une grille de lecture de la réalité, alors même qu'elle est parfois relativement peu fondée sur des réalités concrètes et sur des réalités chiffrées. Bien sûr qu'on peut se défier des experts quand on a sur un plateau deux personnes qui avancent, qu'ils ont les chiffres, qu'ils ont la réalité, mais qui ne parlent pas de la même chose, et quand on a une parole finalement qui assène une vérité sans véritablement prouver ce qu'elle avance. Donc les conditions d'un débat serein aujourd'hui sont compliquées à construire et c'est normal que les citoyens aujourd'hui se sentent un peu perdus dans un monde qui est quand même celui des fake news, qui est quand même celui des bulles d'enfermement culturel qui leur sont d'une certaine manière imposées par un certain nombre de réseaux sociaux et dans un monde où il n'y a plus véritablement de hiérarchie entre les différentes paroles lorsqu'elles sont prononcées. Il y a pour moi une responsabilité du politique également. Quand le politique critique parfois gratuitement des universitaires en expliquant que leur parole est à balayer d'un revers de la main parce qu'ils ne connaîtraient pas la complexité de l'action publique, alors en décrédibilisant cette parole, ils font beaucoup de mal à la qualité du débat public. François Héran a dit une fois sur le sujet de l'immigration quelque chose qui me paraît très juste. Il a dit, attention, sur le sujet de l'immigration, ce sont la plupart du temps les universitaires qui disent la complexité de la réalité et les politiques qui sont dans la simplification. Commençons ensemble à expliquer, à chiffrer, à connaître, et puis ensuite nous pourrons débattre et agir.
À propos, vous revenez dans cet essai sur le thème du revenu universel, qui est plutôt tombé un peu à plat pendant la campagne, qui n'a pas été un sujet de débat et de préoccupation essentiel durant cette campagne présidentielle, qui a été portée par Benoît Hamon. Aujourd'hui, on voit que le fossé s'est creusé entre les préoccupations citoyennes et aussi les idées qui peuvent être développées par les intellectuels tels que vous les définissez. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une reconnexion à faire, c'est-à-dire s'intéresser dans les milieux intellectuels et universitaires à des sujets qui prioritairement seraient mis en avant par les citoyens, qui seraient vraiment concernants? Je pense qu'il y a déjà beaucoup d'universitaires et de chercheurs qui s'intéressent au sujet d'intérêt de l'ensemble des citoyens. On n'a pas des chercheurs qui vont aller s'intéresser à des questions extrêmement pointues, totalement déconnectées de ce qu'est la réalité. Par exemple, vous voyez le dernier ouvrage de Stéphane Beau qui suit sur plusieurs générations une famille algérienne, son intégration en France, le destin des parents, le destin des enfants. C'est une sociologie que lui-même définit comme une sociologie par le bas, totalement connectée à la réalité, la richesse de ce que produit aujourd'hui, notamment de ce que produisent aujourd'hui notamment les sciences humaines et sociales françaises, est extrêmement vaste. Le revenu universel comme objet politique pendant la campagne présidentielle de 2017 s'est traduit par un échec. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit sur le revenu universel, c'est un certain nombre de départements qui ont décidé d'expérimenter plusieurs formes de revenus universels, qui expérimentent ces différentes formes de revenus universels en s'appuyant sur de l'évaluation qui sera faite par des économistes, pour permettre ensuite de proposer aux citoyens qui ont été associés également à la conception de cette expérimentation, pour permettre ensuite aux citoyens de faire un choix sur la volonté, alors là au niveau départemental, de mettre en œuvre ou pas un revenu universel avec différentes possibilités, un revenu universel très faible de 500 euros, un revenu universel de 800 euros, un revenu universel de 1000 euros, prenant en compte ou pas telle ou telle forme d'allocation. C'est-à-dire que le revenu universel comme objet politique tel qu'il a été pensé pendant la campagne 2017 a certes été un échec, mais aujourd'hui on voit une autre forme de discussion autour de cette question du revenu universel, qui est beaucoup plus liée au territoire, qui associe beaucoup plus étroitement les citoyens, qui continue à associer un certain nombre de chercheurs qui vont permettre d'avoir une grille de lecture très claire de ce que peut donner un revenu universel, et ça va sans doute produire dans les mois à venir quelque chose d'intéressant. Et sans doute, si on voit un revenu universel dans les mois à venir se mettre en œuvre, ça sera grâce à cette démarche qui associe à la fois les citoyens, les élus locaux et également un certain nombre de chercheurs. Journée spéciale sur France Culture jusqu'à ce soir. Vous écoutez La Grande Table à la veille du grand débat national. On se demande comment les intellectuels peuvent intervenir dans ce grand débat. Est-ce qu'ils doivent, ou pas d'ailleurs, faire entendre leur voix dans le grand débat qui s'ouvrira demain? Notre invitée, la politiste Agathe Caget. France Culture, il est 13h15. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Et dans votre essai, Agathe Caget, Faire tomber les murs, vous montrez combien les cloisons se sont édifiées entre ces deux sphères qui sont notamment la sphère universitaire et la sphère politique. Un double dialogue de sourds où les politiques ne voient plus le monde de la recherche, les universités comme un laboratoire d'idées et de projets, et en sens inverse aussi, un monde où les chercheurs ne s'adressent plus aux politiques. À quand remonte pour vous cette séparation de corps entre ces deux champs-là, ces deux sphères-là? Parce qu'il y a eu un long temps dans l'histoire de la France, l'histoire politique, où les intellectuels discutaient avec les gouvernants, avec les présidents. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est entré dans un vrai dialogue de sourds. Je pense qu'à gauche, il y a un grand moment de rupture qui est celui de la victoire de François Mitterrand en 1981. Lorsque François Mitterrand gagne, il choisit un gouvernement associant les communistes, alors même qu'un certain nombre d'intellectuels de gauche sont dans une période de rejet total du communisme qu'ils associent à l'URSS, l'URSS étant pourfendu à cette époque par les intellectuels de gauche comme un régime
totalitaires devant être dénoncés. Donc vous avez une rupture qui se crée à ce moment-là. À ce moment-là, vous avez une gauche au pouvoir qui dit nous avons besoin des intellectuels dans le débat public, une gauche qui dénonce le silence assourdissant des intellectuels. Cette gauche au pouvoir dit nous avons besoin des intellectuels dans le débat public pour défendre et porter la légitimité des mesures sociales, notamment économiques également extrêmement fortes que nous sommes en train de mettre en place. Et vous avez en même temps des intellectuels qui se retirent du débat public en disant nous ne pouvons soutenir un président, un gouvernement qui a fait le choix de l'association avec les communistes. Donc vous avez un moment de rupture qui est extrêmement important. La situation actuelle, c'est une situation dans laquelle vous avez une double méprise. Vous avez une méprise des politiques qui pensent qu'il suffit d'inviter un chercheur et un universitaire à déjeuner sous les ors des ministères de la République pour que ce dernier accourt pour avoir le plaisir de déjeuner à la table d'un ministre. Ce n'est plus la réalité. Les chercheurs et les universitaires ont comme première priorité leur travail académique. Ils peuvent être intéressés à venir discuter avec des politiques si c'est pour débattre sur le fond d'un sujet extrêmement précis, pas pour refaire le monde autour d'un déjeuner, sans que cela n'apporte un certain nombre de réponses, de discussions intéressantes sur le, Mais ça se sur le fait. fond. Il faut juste dire, Agathe Cagé, ça se fait encore aujourd'hui. Ça se fait. Même depuis l'élection d'Emmanuel Macron, beaucoup des invités qui sont passés autour de cette grande table des idées nous ont raconté avoir été reçus pour un déjeuner, pour un temps de conversation avec le président Macron. Je pense qu'il y a aussi pour eux le plaisir ou l'importance de présenter leurs recherches, leurs diagnostics, leurs constats. Reste à savoir, et c'est peut-être la question que vous posez, Agathe Cagé, comment ils seront écoutés, ou ce que les gouvernants, les décideurs vont faire après de cette parole-là. Exactement, il y a parfois le plaisir d'être reçu, mais il y a souvent la déception de l'absence finalement de traduction concrète d'un échange qui a pu être riche dans les mots d'un président, dans les choix d'un président, dans la vision qu'un président va porter sur une réalité sociale, sur une réalité économique, sur une réalité environnementale et parfois, et je pense que vous l'entendez aussi, vous avez un certain nombre de chercheurs, d'universitaires qui se sont prêtés au jeu une fois, deux fois, trois fois avec 1, 2, 3 ministres, parfois 1, 2, 3 présidents. Et puis ils ont une forme de lassitude parce qu'ils voient bien que la plupart du temps, la conversation mondaine et agréable qu'ils ont pu avoir ne s'est pas véritablement traduit dans une écoute qui a pu avoir un impact concret. Qu'au lieu Et c'est d'être là- des influenceurs, ils se sont transformés en intellectuels de cours, d'une certaine manière. Et un intellectuel de cours n'a pas véritablement d'intérêt dans le débat public. C'est pour ça que vous avez un certain nombre de chercheurs et d'universitaires qui se sont aussi distancés des politiques. Quand ils ont vu que leur parole était le plus souvent finalement instrumentalisée dans le fait qu'elle ait été a priori écoutée, mais sans qu'il y ait véritablement de traduction concrète. Et puis vous avez également un certain nombre de responsables politiques qui font le choix de discussions aimables, mais sans véritablement avoir l'envie ou le temps de rentrer dans le dur des sujets avec un chercheur. Mais ça, c'est Quand un vous vrai parlez- sujet. Pourquoi les inviter? Alors vous avez travaillé au cabinet du ministère de l'Éducation nationale. Vous avez pu constater un peu ces allers-retours qui pouvaient se faire entre ministère et monde de l'université. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, des rapports, des études qui soient commandées, en plus souvent par des ministères, restent en permanence dans les tiroirs? C'est la difficulté de l'adéquation entre le temps politique et le temps long de la recherche. On peut faire des choses extrêmement intéressantes, notamment en matière d'éducation. En associant les chercheurs, on a commencé à le faire sur le sujet de la mixité sociale et de la mixité scolaire. Sur ce sujet-là, nous avons lancé des expérimentations longues sur plusieurs territoires associant des chercheurs en économie. Et sur les différents territoires, nous avons lancé différentes formes d'amélioration de la mixité sociale et de la mixité scolaire. Ce que ça demande, et c'est des choix politiques forts qui doivent être faits, c'est la possibilité de faire ces expérimentations sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans, en associant en matière d'éducation, bien évidemment les professeurs, bien évidemment les parents d'élèves, bien évidemment les élèves. Faire ce choix du temps long, c'est faire un choix qui est politiquement fort, c'est-à-dire faire le choix d'une politique qui va avoir un intérêt à terme important pour les élèves et leurs résultats, mais qui n'aura pas d'intérêt électoral immédiat pour le ministre qui fait ce choix. Et c'est vers ça que nous devons tendre. C'est-à-dire que si vous associez à la politique qui est conduite le travail de recherche, d'évaluation, d'expérimentation des politiques pour essayer d'avoir la politique la plus efficace possible, cela veut dire faire le choix important d'avoir des résultats
qui seront des résultats qui arriveront après vous et dont vous ne bénéficierez pas directement. Mais lorsqu'on est ministre de l'Éducation, je reste sur cet exemple car ça me paraît un sujet essentiel. Lorsqu'on est ministre de l'Éducation, il faut faire ce choix courageux d'avoir des résultats qui sont des résultats pour les générations à venir. Parce que ce dont on parle, c'est de l'avenir de 12 millions d'élèves, qui est bien plus important que l'avenir, une carrière immédiate politique pour un ministre. Alors il y en a une autre qui entend faire tomber les murs, et elle n'est peut-être pas la seule. C'est l'ex-députée du Vaucluse, Marion Maréchal Le Pen, qui expliquait sur le site Boulevard Voltaire son projet d'académie politique, un lieu de formation des élites et des chefs de demain, parce que c'est bien ça qu'elle cible, la formation actuelle des élites. Le projet dans lequel je m'inscris aujourd'hui, qui est un projet éducatif, s'inscrit dans une logique métapolitique. Ça veut dire que c'est vrai que vous formez une nouvelle élite, souhaitez former une nouvelle élite au service de la cité, c'est un projet profondément politique. Et si cette offre aujourd'hui se justifie, c'est parce qu'elle se construit sur la défaite éducative de mai 68, dont on subit aujourd'hui tous les jours les effets, avec le fait qu'ils aient brisé l'ascenseur social, le fait qu'il n'y ait jamais eu aussi peu de fils d'ouvriers dans les grandes écoles françaises, une espèce d'entre-soi sociologique assez frappant aujourd'hui dans les grandes écoles, le fait qu'on ait abandonné tous les vecteurs de transmission de notre culture, de notre savoir-être à travers l'abandon progressif de la culture générale dans la plupart des filières sciences politiques ou évidemment business school, le fait que l'excellence, l'exigence ait été considérée comme une forme d'outil bourgeois en fait, pour favoriser mécaniquement la bourgeoisie, et donc il fallait absolument niveler tout vers le bas soi-disant pour favoriser les classes populaires. On voit que c'est exactement l'inverse qui s'est passé, et donc nous, notre but à nous, c'est finalement de reprendre les acquis qui ont fait leurs preuves, tout simplement en dispensant à la fois évidemment des compétences, des expertises, mais aussi une culture générale, une formation intellectuelle solide qui permettra, j'en suis convaincue, de former des chefs qui soient véritablement aptes au discernement et à l'esprit critique, qui fait malheureusement terriblement défaut aujourd'hui dans le système universitaire supérieur français. Alors, est-ce qu'il y a un manque d'esprit critique et de débat aussi au sein du milieu universitaire français, de divergence d'opinion ? Je pense que la force du milieu universitaire, c'est justement d'être un milieu qui apprend la critique et qui apprend à débattre. Moi, ce qui me désespère aujourd'hui, c'est que est-il cette vraiment initiative... pluraliste, ou est-ce qu'il y a une forme de pensée unique qui justifierait aujourd'hui qu'on crée de nouveaux lieux où toutes les pensées puissent avoir leur place ? C'est méconnaître totalement ce qui est la réalité de l'université, de la recherche et des chercheurs français qui sont d'ailleurs non seulement en France, mais qui sont dispersés un peu partout dans le monde, tout comme il y a dans les universités françaises des chercheurs qui viennent du monde entier, de dire qu'il n'y a pas d'esprit et de débat critique dans ce milieu. C'est la même critique que formule Marion Maréchal Le Pen envers un milieu universitaire qui serait non critique et totalement opposé au Rassemblement national dans ce qu'il dirait. C'est la même critique qu'elle peut formuler quand elle dénonce un parti des médias. C'est la facilité pour dire ils sont tous contre nous, regardez, donc nous sommes le peuple et c'est nous qui allons retrouver la légitimité. Par contre, ce que je trouve terrifiant aujourd'hui, c'est que ce soit Marion Maréchal Le Pen qui soit à l'origine d'une telle académie politique. Parce que le projet d'une académie politique, c'est-à-dire d'un lieu dans lequel vous avez des chercheurs, des universitaires, des personnalités du monde associatif qui pourraient venir échanger, former des élus, former des citoyens, des militants qui souhaiteraient s'engager. Ça, c'est un projet qui peut être extrêmement intéressant pour les partis de gouvernement à droite comme à gauche de l'échiquier politique. On manque de ces lieux où des chercheurs, des universitaires, des politiques, des militants, des citoyens engagés viendraient débattre sur le fond des sujets pour essayer de proposer un véritable projet de société aux Français lors des prochaines échéances électorales. On souffre aujourd'hui d'un vide idéologique sur tout le spectre de la gauche de gouvernement, comme d'ailleurs la République en marche aujourd'hui souffre d'une certaine manière d'une absence de structuration idéologique. La République en marche aujourd'hui essaie de repenser son projet politique autour du nom de progressisme. Mais le progressisme, une fois qu'on a dit qu'on va aller vers plus de progrès, on est totalement dans le vide. On n'est pas dans un projet politique construit et proposé aux citoyens. Donc moi, ce qui me paraît nécessaire aujourd'hui, c'est que chacun relève ses manches et accepte de discuter avec les autres pour essayer véritablement de construire un projet de société qui répondent à un certain nombre d'attentes que les Gilets jaunes notamment, mais pas que, ont pu exprimer. Un exemple qui me semble parmi les plus intéressants aujourd'hui, c'est le cas de l'affaire du siècle. Dans l'affaire du siècle, vous avez à la fois 2 millions de citoyens qui signent une pétition. Un véritable engagement d'un nombre historiquement élevé de citoyens. Vous avez des scientifiques qui donnent une analyse
aujourd'hui peu contestés de ce qu'est le changement climatique. Ces scientifiques, c'est les mêmes que les scientifiques du GIEC, seulement ils ne sont plus seuls aujourd'hui, ils sont associés à ces 2 millions de signatures dans la pétition. Vous avez des personnalités publiques du monde des médias qui permettent de porter plus haut et plus fort la voix des signataires de cette pétition, et vous avez le monde associatif, très engagé sur ces questions, qui est au travail. Et là, vous avez des personnes qui sont issues de milieux très différents, qui souvent ne se rencontrent pas, qui poussent fortement ensemble dans la même direction pour qu'on essaie d'apporter une réponse cohérente au problème du changement climatique. Et là, vous voyez que quelque chose peut se passer. Vous avez l'expertise scientifique qui est associée à la parole citoyenne, qui est associée à une visibilité médiatique et qui est associée au travail associatif. Donc je pense qu'on peut faire des choses et qu'il faut travailler en ce sens. Et qu'il faut travailler en ce sens en dehors de toute démocratie technique ou démocratie d'expertise, en dehors de toute pseudo-expertise surplombante et en dehors de toute vision portée par le Rassemblement national d'une université française qui aurait déchu depuis 1968, parce qu'on voit bien en quoi cette pseudo-analyse peut servir de slogan, mais on voit bien en quoi également elle est totalement déconnectée de ce qu'est la réalité de l'université et de la société française. Et pour sortir de cette forme d'endogamie, de ce monde qui semble fonctionner de manière réelle ou perçue, en tout cas à huis clos, il faut donc, et vous l'évoquez, faire tomber les murs, parce qu'il y a une défiance aujourd'hui, un rejet qui touche à la fois toute la technostructure, et vous êtes normalienne, énarque, docteur en sciences politiques, vous en faites partie, vous qui êtes passé aussi par les meilleures écoles de la République, mais qui touche aussi les intellectuels et les médias. Il faut ouvrir ce cercle-là. Il faut ouvrir... il faut casser tous les tuyaux d'orgue, il faut casser tous les couloirs de nage. La France souffre d'être un pays qui voue depuis de trop nombreuses années un culte à l'endogamie triomphante, à l'étanchéité, à toute épreuve. Il faut arrêter de penser, lorsqu'on est haut fonctionnaire, qu'on détient la seule vérité sur ce qu'il faut faire en matière de politique publique. Il faut arrêter de penser, lorsqu'on est universitaire, qu'on détient la seule vérité sur la manière de conduire une action publique. Il faut se parler, se comprendre, se respecter, associer les citoyens, associer le monde associatif, toujours être clair de l'endroit duquel on parle, de pourquoi on prend la parole. Et il faut essayer de se positionner de telle façon à ce qu'on contribue à un débat, plutôt qu'à vouloir imposer une vision dans ce débat. Et lorsque l'on aura, sur chacun des sujets essentiels que sont l'éducation, l'accompagnement des aînés, la politique du logement, les choix fiscaux, les choix environnementaux, des cadres de réflexion qui associe toutes les parties prenantes et dans lequel personne ne veut se positionner en personnalité surplombante, alors chacun pourra apporter sa pierre à un édifice et on pourra progresser ensemble vers une action publique plus efficiente et plus efficace. Merci beaucoup à vous, Agathe Kagey. Faire tomber les murs entre intellectuels et politiques, votre essai apparu chez Fayard.